Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à l'urbanisation. Le dossier du jour s'intéressera à la montée de l'indélinquance dans les grandes villes du continent africain. Et au sommaire également de cette émission, les affrontements reprenaient dans la capitale burundaise ce jeudi 14 mai. Il est difficile cependant de savoir quelle est la situation exacte à Bujumbura après la tentative de coup d'État lancée la veille et qui serait toujours en cours. L'armée nigériane, quant à elle, a repoussé une attaque de Boko Haram à Maïdougouri. Et en troisième partie, focus sur le classement Forbes des 2000 entreprises les plus compétitives du monde. Parmi elles, 21 sont africaines. Et puis, nous verrons que le mobile banking a le vent en poupe en Côte d'Ivoire. Et ils sont avec nous sur ce plateau tout au long de cette émission. Nos éditorialistes, Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Daouda Tal, Daouda, merci d'être avec nous. Merci à vous Amira et content de vous retrouver et bonsoir à tout le monde. Et Malik Hacher, Malik, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Au Burundi, de nouveaux combats ont éclaté ce jeudi autour du siège de la télévision et de la radio nationale à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes qui affirment avoir destitué d'ailleurs le président Pierre Nkurunziza. Des radios et télévisions privées ont également été attaquées. Pour le moment, la situation reste particulièrement confuse. On fait le point tout de suite avec ce sujet d'Amina Tadiak. La confusion perdure au Burundi. Une question reste sur toutes les lèvres ce jeudi 14 mai après la tentative de coup d'État qui dirige le pays. Ce matin, de violents combats ont éclaté autour du siège de la télévision et de la radio nationale à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes. Plusieurs médias indépendants ont été également attaqués. Il s'agit notamment des locaux de la télé Renaissance et ceux de la radio publique africaine. La situation n'évolue pas, c'est la même confusion qui régnait hier où on ne sait pas trop qui contrôle quoi. On peut voir que la radio-télévision nationale sont sous contrôle des loyalistes manifestement, mais on ne sait pas s'ils contrôlent encore autre chose, donc il y a une confusion qui reste totale. Le fait aussi qu'on se rend compte qu'il y a des gens, des groupes maintenant parallèles qui se sont mis à brûler toutes les radios indépendantes. 4 ont été visées cette nuit, Radio-Télé Renaissance, la RPA, Bonesha et Sanganiro. Elles ont été toutes attaquées par des gens, dont certaines de la garde présidentielle carrément, et d'autres des gens très proches de la présidence, des officiers connus pour leur appartenance au cabinet du président. Donc, et là, dans Bujumbura, c'est ville est morte, vraiment morte. Les gens ont peur, les gens sont restés chez eux. On ne sait pas trop. Les gens s'attendent à un massacre, tout simplement. Pour certains observateurs, les affrontements sont loin d'être terminés. Il y a beaucoup de rumeurs. On parle de l'ancien président Nkurunziza qui était en Tanzanie, mais on ne sait pas exactement où il est, où est-ce qu'il se dirige. Et, au sein de l'état-major, le chef de l'état-major, le général Prime Niyongabo, n'a pas complètement abandonné la bataille pour défendre le président Nkurunziza. À l'heure actuelle, chaque camp affirme contrôler des points stratégiques de Bujumbura, la capitale. Pour le moment, nul ne sait où se trouve le président Pierre Nkurunziza. Selon le porte-parole de la présidence, il serait à un endroit sûr qu'il ne peut dévoiler pour des raisons de sécurité. Jean-Marie, la situation est très particulière. On assiste à une situation particulièrement confuse là au Burundi. Impossible de pouvoir avancer une information fiable concernant la situation au Burundi à l'heure actuelle, dans la mesure où on sait que le président de la République, déjà, on ne sait pas là où il est. Le coup d'État a-t-il eu lieu réellement ou pas? Donc, on ne le sait pas. On peut imaginer une chose, c'est que d'après ce qu'on vient de nous dire dans le reportage, je pense que ce sont des gens qui sont sur place, qui ressentent un peu la situation, comment est-ce que ça se passe. Ça voudrait dire quoi? Si les loyalistes se mettent à brûler, si vous voulez, les radios et les télévisions, ça voudrait dire qu'ils sont peut-être en position d'infériorité et qu'ils ressentent que la situation est en train de leur échapper. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Il faut essayer, si vous voulez, de couper les informations vis-à-vis de la communauté internationale, de tout ce qui peut filtrer et aller à l'extérieur qui est favorable éventuellement, si vous voulez, à la grande majorité de la société ainsi que la communauté internationale. Donc à partir de là, il est très très difficile de pouvoir donner une information qui soit relativement fiable concernant la situation actuelle que nous vivons au Burundi. Alors, Malik, comme le disait Jean-Marie, c'est compliqué d'annoncer des informations au niveau de la fiabilité. On n'est vraiment pas sûr. Peut-être nous dire quels sont les scénarios possibles qui pourraient se produire aujourd'hui. Difficile de mettre en exergue les scénarios qui vont suivre. Bon, la situation est très tendue, comme l'a rappelé Jean-Marie. Je ne pourrais pas vous privilégier
un des scénarios. On sait très bien que l'une des forces va l'emporter, c'est évident. Soit ce seront les forces loyalistes, mais à quel prix? Parce que la situation est telle que déjà des violences se font sentir au sein de la capitale. Il y a eu déjà apparemment, visiblement, là c'est encore au conditionnel, 3 morts. Donc, et on n'a que les échos de la capitale. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe autour de la capitale. On n'a pas des informations. Comme l'a très bien dit Jean-Marie, les forces loyalistes ont visé la radio, la présidence, enfin conservent justement ces points stratégiques justement pour ne finalement peut-être cacher des événements qui vont suivre aussi, parce qu'il y a une répression qui va être féroce à mon avis, si ces forces-là veulent garder le pouvoir. Maintenant, il faut voir aussi du côté des putschistes, quelle est vraiment leur véritable détermination. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu hier soir aux alentours de 2 heures du matin, mais elles ont échoué. Donc les partis campent sur leur position, le pire est à venir, malheureusement, je le pense. Alors, Daouda, on l'a répété, on ne sait vraiment pas exactement ce qui se passe aujourd'hui à Bujumbura, la capitale burundaise, mais est-ce qu'on peut croire que le président Pierre Nkurunziza va continuer dans sa stratégie jusqu'au boutiste, hein? Parce qu'il aurait pu partir par la grande porte, il ne l'a pas fait il y a quelques mois. Pourquoi le ferait-il aujourd'hui ? Je ne crois pas à cette thèse, moi, qui voudrait que le président Pierre Nkurunziza puisse abandonner le pouvoir comme ça. Et il n'en a pas l'air, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a les moyens de conserver ce pouvoir ? Rien n'est moins sûr. Je crois que même s'il a les moyens, ces moyens restent affaiblis quand même, parce que y a les deux camps s'affrontent. Et du coup, on ne sait pas maintenant, même au niveau des populations civiles qui sont prises entre les deux camps, du coup, ne savent pas qui tire, qui il faut éviter en fait finalement, parce que l'armée est divisée, on peut le dire comme ça. Il y a les loyalistes, il y a d'un autre côté les pros, ceux qui sont avec le général putschiste. Hein. Exactement. Donc, pour revenir à la question Amira, moi je crois que si le président burundais s'apprêtait, en tout cas voulait abandonner le pouvoir, il peut très bien le faire depuis là où il est, peut-être en Tanzanie ou je ne sais pas où. Maintenant, il y a une médiation peut-être qui va se faire aussi au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est. Peut-être à partir de ce moment-là, des propositions vont lui faire et pour sauver son peuple, peut-être qu'il abandonnera. Et c'était ce mercredi, des membres de Boko Haram lançaient une attaque dans un quartier de Maiduguri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria. Si l'on ignore pour l'instant le bilan de cette attaque, on sait en tout cas qu'elle a été repoussée par l'armée nigérienne. On fait le point tout de suite avec ce sujet d'Ibra Khadindiaye. Maiduguri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria, a fait l'objet d'une attaque par les islamistes de Boko Haram ce mercredi soir. Une attaque repoussée par l'armée nigériane au terme de 40 minutes de combats violents. Malgré les victoires de la coalition militaire, la secte islamiste est loin d'être vaincue. Ce qu'il faut une fois de plus relever, c'est que Boko Haram conserve toujours une capacité de nuisance et qu'il faudrait que les armées qui sont rentrées en lutte contre Boko Haram, je parle de la mobilisation régionale, à savoir le Tchad, le Niger, le Nigeria, mais aussi que le Cameroun essaie de renforcer son positionnement sur ses frontières, parce qu'on a observé au cours de ces dernières semaines et au cours de ces derniers jours que malgré le positionnement des armées camerounaises sur leurs frontières, Boko Haram arrive quand même à perpétrer des incursions et des frappes sur le territoire camerounais. Donc, le fait que l'armée nigériane puisse repousser les attaques de Boko Haram sur la ville de Maiduguri montre très bien que Boko Haram reste présent. Si l'offensive militaire régionale lancée contre la nébuleuse a enregistré des résultats encourageants, Boko Haram reste une menace importante, nuisible auprès de la population locale et même dans la sous-région. Les villages et les villageois qui vivent dans certaines localités se rendent compte qu'on leur parle d'une victoire militaire des forces gouvernementales et qu'au bout de quelques jours ou de quelques semaines, Boko Haram arrive à faire des ravages, arrive à brûler des villages, arrive à dévaster des localités tout entières. Donc il faut que cette bataille contre Boko Haram puisse être efficace, non seulement sur le domaine militaire, sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de l'information. Il faut que les populations se sentent rassurées
qu'elles se sentent sécurisées par les forces gouvernementales. Et à partir du moment où Boko Haram arrive à perpétrer des attaques, cela ne permet pas de rassurer les populations. C'est l'une des premières attaques contre Maïdougouri depuis le début de l'offensive militaire contre la secte islamiste. Les affrontements auraient fait 9 morts. Alors Daouda, selon des témoins, l'armée nigérienne aurait mis 40 minutes à maîtriser les assaillants. Est-ce qu'on peut parler d'une armée efficace et organisée, des termes qu'on n'avait pas employés depuis très longtemps pour qualifier les militaires nigériens? Tout porte à le croire, hein, parce que de toute façon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu Boko Haram, en tout cas à ce point-là. Hein. Donc je pense que, en tous les cas, la coalition régionale qui s'est mise en place fait bien le travail. Donc je pense qu'on peut noter l'efficacité effectivement de ces attaques qui visent à anéantir le groupe Boko Haram. Maintenant, Boko Haram n'a toujours pas dit son dernier mot. Et je pense que c'est justement ces offensives de la coalition régionale visant à les déloger et à les anéantir qui justifie le fait qu'ils essaient de s'échapper, justement, les membres de Boko Haram. Et du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de s'attaquer aux villages qui sont autour, puisque là, ils sont délogés dans leur base. C'est bien ça le but de l'opération. Donc je pense qu'il faut maintenir le cap à ce niveau-là. Selon moi, c'est la bonne stratégie militaire à adopter pour mettre fin à ça. Alors Malik, est-ce que la coopération régionale mise en place il y a quelques mois a véritablement affaibli Boko Haram? Je trouve qu'il est trop tôt pour faire un bilan. Je l'avais dit plusieurs fois ici, je pense que c'est la bonne solution, la coopération régionale, pour lutter contre un phénomène que, je le rappelle à chaque fois, est un phénomène transnational et qui se fiche des frontières. Nous verrons dans les mois qui suivent, parce qu'elle est très récente, cette coopération entre les États. Maintenant, l'attaque qui a eu lieu à Maïdougouri n'est pas finalement très étonnante, parce que l'armée nigériane est en train justement de faire un grand ratissage dans la forêt de Sambisa. Donc c'est l'un des plus grandes forêts du pays, et Boko Haram se sert justement de ces reliefs et de ces régions difficiles d'accès pour continuer son combat contre le Nigeria et les autres pays de la région. Donc très difficile de faire un bilan. J'ose espérer que cette coopération pourra contenir justement Boko Haram dans cette région, parce que la contagion à d'autres pays, au Tchad et même au nord, plus au nord, semble possible s'il n'y a pas cette coopération sur place. Jean-Marie, est-ce qu'on peut dire que le nouveau président Bouhari se montre plus déterminé que son prédécesseur Goodluck Jonathan? Tout à fait, j'irai dans ce sens-là. J'irai dans la mesure où on sait que le nouveau président, c'est un militaire avant tout. Dans la stratégie militaire, il connaît. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est sa région. C'est sa région, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sort de cette région-là, dont je pense qu'il est venu un peu accélérer la dynamique qui avait été mise en place avant le départ de Goodluck, qui commençait à donner quelques résultats positifs, mais je pense qu'il y a une accélération dessus, dans la mesure où on parle de Boko Haram maintenant, c'est prescrit, si vous voulez, uniquement dans la zone Est, à savoir Maïdougouri, dont on parle à la frontière, c'est-à-dire une frontière qui est commune entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Donc à partir de là, je pense que c'est vrai que Boko Haram ne va pas disparaître du jour au lendemain, parce que on aura toujours des relents, une certaine réaction. On voit ce qui se passe au Mali. C'est pratiquement, c'est-à-dire les stratégies sont pratiquement les mêmes. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que Boko Haram a été éradiqué en tant que tel, mais l'efficacité de la coalition est indéniable. Et je pense qu'on arrivera à bout, si vous voulez, de Boko Haram assez rapidement, dans la mesure où je pense que les forces de Boko Haram sont relativement affaiblies aujourd'hui et que la communauté internationale a veillé quand même à ce que, et surtout la volonté, vous savez, Amira, on parle toujours de la volonté des États. Vous voyez, dès l'instant qu'on met en place une stratégie commune et que les gens s'entendent sur une problématique comme Malik vient de le souligner, c'est un problème qui est transnational. Donc à partir de là, il faut mettre en place des stratégies les plus efficaces possibles. Et je pense que celle qui est mise en place là bénéficie de pas mal de données positives qui permettent de venir à bout de Boko Haram. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.